Tu vois, et le mec, bon, c'était peut-être 6-7, à peu près, 6-7. Puis là, paf! Petit coup de Doc Martens dans la gueule. Ouais, badass, hein. Badass, ouais, c'est ce qui me définit le mieux, ouais. Bah, on m'a même proposé de faire de la radio, parce que tu sais, apparemment, j'ai une voix qui porte et tout. Ouais, j'aurais pas dit ça, mais... On m'a aussi appelé pour faire la voix française de The Rock. Catcher. Ça va? Faut que je revoie? Oui. Ouais, bien sûr, ouais. Ou pas de quoi? Bah, je disais à Anna que je voulais me faire tatouer un truc sur le bras. Un truc un peu dangereux. Du type. Je m'en fiche. C'est marrant, je me suis fait tatouer ça la semaine dernière. Ah, trop bien. Je t'ai dit que le mois dernier, j'ai eu un accident de roue. Ah bon? Ouais. Ouais, c'est incroyable, bah, moi aussi j'ai eu un accident avec mon Harley. Tu roulais avec quoi toi? Lime. Je connais pas. C'est américain. Ah. C'est le petit logo vert avec le petit citron dedans là. C'est pas une marque de trottinette électrique, ça. Si, mais j'ai eu des croûtes énormes sur tout le bras. Genre, c'était une boucherie le truc. Enfin, vraiment, c'était dégueulasse quoi. Ouais, je te comprends, j'ai la même chose. Ah, toi aussi? Ouais, ils m'ont mis des broches dans tout le bras quoi. Ah ouais. Et ils m'ont aussi enlevé un doigt. Ah, ok, c'est bon, ça me saoule. J'imagine que t'as des Doc Martens aussi. Bah ouais. Évidemment. Vous le savez sûrement déjà, j'adore Doc Martens. Et vous étiez un grand nombre à me demander Doc Martens en commentaire d'autres vidéos d'histoire de marque. Je suis très heureux de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a beaucoup de vidéos comme celle-ci qui vont arriver ces prochaines semaines. Ça nous fait toujours chaud au cœur et puis ça nous donne la force pour pouvoir vous proposer des contenus de qualité. Et je ne peux que vous remercier d'avoir proposé Doc Martens parce que pour moi, ce n'est pas qu'une marque de chaussures, elle incarne véritablement un état d'esprit. Et c'est ça qu'on va développer aujourd'hui. Et son histoire commence en 1901. Et ce dans la petite ville de Wollaston, dans le Northamptonshire, dans les Midlands anglais, qui se situe à peu près là. Vous inquiétez pas, il y aura des infos vachement plus intéressantes après. La famille Griggs est alors connue dans le coin pour fabriquer des chaussures solides, qui durent dans le temps, et est spécialisée dans la chaussure de travail. La famille vit tranquillement sans forcément chercher à mener le business plus loin. Mais la Seconde Guerre mondiale va tout chambouler. On a fait un gros gap quand même, 1901, Seconde Guerre mondiale. En 1945, le docteur Klaus Martens, qui est alors un soldat allemand âgé de 25 ans, est tranquillement en convalescence à Munich. Le bougre a chuté à ski. Et c'est pas une vanne, il s'est vraiment pété la gueule à ski. Dans son lit, il imagine alors une semelle qui changerait de la semelle en cuir habituelle pour créer une sorte de coussin d'air. Il faut savoir qu'au départ, il imagine vraiment une semelle pour lui, de manière très égoïste, pour pouvoir avoir moins mal quand il marche, quoi. Et tout ça, il le fait en compagnie de son acolyte Herbert Funk, en récupérant du matériel militaire qu'il va justement transformer en semelle à coussin d'air. Ah, c'est malin ça, dis donc. Et pendant 10 ans, ils vont vendre des milliers de chaussures à des vieilles dames en fin de vie. Mais quel est donc le rapport entre ce soldat de 25 ans, qui est aussi docteur apparemment, et la famille Griggs que j'ai évoquée juste avant? Il faut savoir que le docteur Martens et son associé ont placé des publicités dans des journaux internationaux, et un jour, la famille Griggs tombe sur l'un d'entre eux. Et donc un matin, un membre de la famille Griggs prend son café et lit son journal, et là il dit une semelle à coussin d'air, c'est fou ça. Secrétaire, appelez-moi le docteur là. Mais monsieur, vous n'avez pas de secrétaire, je suis votre fils. C'est vrai ça. Donnez-moi votre téléphone et rasez-moi cette moustache. En 1960, la famille Griggs achète la licence exclusive de la production de semelles à coussin d'air et sort ce modèle légendaire, le 1460. Et si vous vous demandez pourquoi ce modèle s'appelle le 1460, c'est simplement parce qu'il a été sorti le 1er avril 1960. Voilà. Bon, ça fait partie des infos pas très intéressantes finalement. Et ils appellent le procédé d'air dans la semelle le air wire. Et c'est une semelle qui résiste à l'huile et à l'acide, donc c'est pratique pour les ouvriers qui bossent dans des conditions difficiles. Et surtout, elle se ramollit avec l'usure, ce qui diminue fortement le risque de fissure et donc augmente sa longévité. La famille Griggs ajoute ensuite quelques touches personnelles sur la chaussure, comme des surpiqûres jaunes, le bout arrondi, la boucle sur le haut du talon, et va même jusqu'à lui donner le nom de l'inventeur de la semelle, ou presque, puisqu'il passe de Mertens à Martens. Et ce qui est fou, c'est que la semelle n'a pas bougé de 1960 à nos jours. La semelle est toujours aussi efficace et le même procédé de fabrication est utilisé. Il y a eu une nouvelle collection en 2016 avec la DM Lite, une semelle plus sport qui entre nous n'est pas ouf. Mais les originales n'ont pas bougé, rassurez-vous. Et donc ces 1460 étaient vendus à la base comme une botte de travail et qui coûtait à l'époque 2 livres et s'est vu porté par des postiers, des ouvriers d'usine et même des policiers anglais. Et il faut savoir que les Doc Martens ont été intégralement fabriqués en Angleterre jusqu'en 2003.
chez les Griggs du coup. Aujourd'hui, il n'y a plus que 1% de la production qui est fabriquée chez les Griggs en Angleterre, mais ça je vais en reparler tout à l'heure. Bon, maintenant qu'on a un petit peu parlé de l'objet, passons maintenant à ma partie préférée, la pop culture. Jingle pop culture. Dans les années 60, la montée du mouvement skinhead fait son apparition en Angleterre. Oui, ça commence mal. Il faut savoir que ce mouvement n'était pas raciste à la base. Selon Wikipédia, les skinheads n'étaient en aucun cas des militants politiques ou syndicaux. Leur point commun était leur origine sociale modeste, leur amour de la musique noire et leur goût pour la bagarre. Et sachant que la Doc Martens est le symbole de la classe ouvrière en Angleterre, elle se place sur les pieds des skinheads. On les voit se trimballer avec des t-shirts blancs ou des chemises blanches, des Levi's 501 sur les jambes et bien entendu leur Doc Martens. Et d'ailleurs à l'époque ils les appelaient Docs ou DM. En 1966, Pete Townshend, le guitariste du groupe The Who, fut la première rockstar à porter la chaussure sur scène. Il deviendra l'emblème des mods, c'est une sous-culture née à Londres à la fin des années 1950. Pour lui c'était juste plus confortable de jouer avec des Doc Martens sur scène qu'avec une tenue de scène habillée, je cite, en sapin de Noël. Fait plutôt marrant, en 1975, lors de l'opéra rock The Who Tommy, Pete Townshend demande à son pote Elton John de porter des Doc Martens gigantesques pour le show. C'est plutôt marrant à voir, je vous mets le lien en description. Et très vite, les Doc Martens sont associés à la contre-culture en général, que ce soit les skinheads, les mods, les two-tone, les punks, bref, tous ces mouvements adoptent la Doc Martens. Dans les années 70, c'est au pied des Clash, de Cure ou alors des Sex Pistols qu'ils apparaissent. Et les grands fans américains de ces groupes, qui viennent justement en Angleterre pour voir leurs concerts, achètent des Doc Martens et les ramènent aux États-Unis. Et là, on est à peu près dans les années 70-80. Du coup, il y a une forte demande qui apparaît aux États-Unis à cette époque. Et donc, Doc Martens décide de les commercialiser aux États-Unis à partir de 1984. D'ailleurs, les Américains ont pu également apercevoir les 1460 dans le célèbre Orange Mécanique de Stanley Kubrick dès 1971. Puis le mouvement grunge est apparu à Seattle, United States of America, et est vu aussi comme une sous-culture. Et ça n'a pas loupé, un bon nombre de personnalités représentant la mouvance grunge portent alors des docs. Que ce soit Nirvana, Pearl Jam ou alors Alice in Chains, tous en portent sur scène. Doc Martens marque aussi le monde de la haute couture avec Marc Jacobs de son côté qui fera défiler ses mannequins chaussés de Doc Martens. On est alors dans les années 90. Puis on les verra au pied des Red Hot Chili Peppers à la fin des années 90 avant le déclin de la marque. Pour la petite histoire, Flea, le bassiste, est un grand fan des Sex Pistols. Je pense qu'il y a un lien. Puis arrive le bug de l'an 2000, qui n'a rien à voir avec le déclin de la marque, mais je devais lancer le jingle. Quand je vous disais que jusqu'en 2003, toute la production se situait en Angleterre, c'est parce que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Ils avaient une boutique à 6 étages à Covent Garden qui explosait tous les records de vente et une usine qui sortait plus de 10 millions de paires chaque année. Nous sommes tout début 2000 et l'engouement pour Doc Martens s'essouffle. Bref, l'entreprise est au bord de la faillite. Elle supprime près de 1000 postes et délocalise la majeure partie de sa production en Chine et en Thaïlande. Mais alors, qu'en est-il de Doc Martens de nos jours? On est en 2021. On est encore, le Covid n'a pas encore tué toute l'espèce humaine. Ne vous en faites pas, la marque va mieux aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que Doc Martens a délocalisé une grande partie de sa production en Asie que leurs chaussures sont de moins bonne qualité. Les procédés restent les mêmes. Depuis 2010, la marque a repris du poil de la bête et fabrique même des chaussures de chantier avec des bouts métalliques, au cas où un bulldozer nous roule dessus. Et ce qui va refaire la marque, ce sont les collaborations avec notamment Raf Simons, Pendleton, Yohji Yamamoto, Stussy ou même Supreme. Comme je vous le disais, 1% de la production se fait encore dans l'atelier historique en Angleterre, totalement assemblé à la main, surtout sur le modèle emblématique, le 1460, en noir et en marron. Le cuir utilisé est notamment de meilleure qualité que le cuir utilisé dans la prod asiatique. Vous pouvez retrouver les liens des vidéos que je vous passe en description. La marque connaît également un succès fou à la fin des années 2010 avec le lancement de sa gamme Vegan qui augmentera ses bénéfices de 70%. Et c'est la première grande marque à s'attaquer au cuir vegan, bien vu. Et pour parler un petit peu plus des modèles, la marque en a fait plus de 70 000 versions différentes, ce qui est quand même beaucoup. Je suis personnellement fan des 1461, le modèle bas. Sinon, j'adore la Adrian Arcadia, le mocassin, qui est extrêmement confortable. Mais il est vrai qu'il y a un modèle que j'adore et qui est très représentatif de la marque, c'est la 1460 Union Jack, avec son drapeau britannique, désaturé. Je trouve ce modèle foufou. Vous allez me dire, ça fait un peu chaussure de bowling? Oui, moi j'adore le bowling. J'aimerais finir sur une anecdote plutôt marrante. Jean-Paul II avait une paire de Doc Martens blanche. Malheureusement, il n'y a pas d'illustration de Jean-Paul II avec sa paire de Doc Martens et je trouve ça bien dommage.
Voilà, j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi je parlais d'état d'esprit plutôt que de marque de chaussures lorsqu'on parle de Doc Martens. Il y a énormément de marques mythiques qui ont une histoire incroyable, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous voudriez entendre sur cette chaîne. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon Instagram, je parle de marques emblématiques, de vêtements, et je poste aussi pas mal de photos de mon chat qui s'appelle Nugget. Voilà, sur cette ultime info intéressante, je vous dis à la prochaine. Tu sais faire ça toi? Non, mais toi, tu sais faire ça?